Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de formation. Celle-ci va être consacrée à la deuxième partie du module dédié au support et résistance. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet avec les gaps. Les gaps sont le quatrième type de support résistance que l'on peut identifier. Alors qu'est-ce qu'un gap? En fait, c'est une plage de cours au sein de laquelle il n'y a aucune cotation. Donc c'est quelque chose qui est très visuel, qui saute aux yeux. Alors évidemment, pour que ça soit, pour que ces gaps apparaissent, il faut que le sous-jacent en question permette l'apparition de gaps. Et par conséquent, c'est vrai que sur le Forex, par exemple, vu que ça cote en continu, du lundi au vendredi, on n'aura pas de gap journalier ou intraday ou en tout cas de manière très très exceptionnelle. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gap lié à une publication, un chiffre et que le marché décale dans la seconde. Mais quand bien même, c'est quand même très 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 rare. Le seul gap qu'il peut y avoir sur le Forex, c'est le gap lié à la clôture du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. C'est le seul gap qui peut apparaître sur le Forex. De même sur tous les produits qui cotent sur le Globex en continu où il n'y a pas de rupture de cotation, on ne peut pas a priori avoir de gap. Donc c'est vrai que les gaps on va plutôt les voir sur les futurs, sur les marchés actions évidemment. Donc voilà juste pour préciser un petit peu cette notion. Alors ces gaps sont très importants puisqu'ils vont vraiment faire office de support de résistance. Et c'est ce que nous allons voir par la suite. Il existe en fait trois types de gaps. Alors il existe dans un premier temps les gaps de rupture. Alors ici nous sommes sur un exemple du CAC 40 qui permet de visualiser les différents types de gaps qui existent. Alors le gap de rupture va intervenir en fait au début d'une nouvelle tendance. Donc il ne va pas intervenir forcément sur le plus bas, mais juste après qu'un plus bas ait été marqué, on peut avoir un gap qui se matérialise et qui montre vraiment un retournement de marché assez important, parce qu'on a vraiment une cassure de cette tendance avec un déchirement des cours. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le gap de rupture. Il apparaît vraiment après qu'on ait marqué un top. Suite à ce gap de rupture interviennent des gaps de continuation. Ces gaps de continuation permettent de valider en quelque sorte la tendance, la nouvelle tendance qui s'est mise en place. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, on dit souvent que les gaps de continuation interviennent au milieu de la tendance, donc ça permet de juger un petit peu du potentiel restant sur le sous-jacent en question. Et enfin, le troisième type de gap, c'est ce qu'on appelle les gaps de fin de mouvement. Ce sont des gaps qui interviennent à la fin d'une tendance et permettent de mettre en évidence un retournement de tendance relativement proche. Et souvent, donc, suite à ces gaps de mouvement, on a quelques barres de cotation qui sont vraiment dans le sens de la tendance initiale et qui vont vraiment aller à l'excès. Et suite à cet excès, on va avoir un retournement de marché qui va se matérialiser. Donc les gaps de fin de mouvement ne marquent pas le retournement au moment où ils apparaissent, évidemment. Il faut qu'il y ait 2-3 jours encore, ou 2-3 barres plutôt, de cotation qui apparaissent par la suite pour qu'on puisse vraiment déterminer que c'était un gap de fin de mouvement. Alors ces gaps peuvent avoir une taille plus ou moins importante. Alors c'est vrai que plus le gap est important, plus cette zone va être également pertinente par la suite. Alors ce qui est très intéressant, comme je vous l'ai dit donc pour commencer ce module, c'est que ces gaps vont vraiment faire office de support et de résistance. Bon là on n'a pas forcément beaucoup d'exemples concrets sur ce schéma là, mais si on prend le premier gap de continuation, on se rend compte qu'il y a eu un pullback qui s'est opéré, une reprise technique, et celle-ci est venue buter à proximité de la bande basse du gap qui avait été ouvert sur le CAC 40. De même sur le gap de fin de mouvement, on voit qu'il y a une reprise. On a comblé le gap avant de repartir derrière à la baisse, tester à nouveau les points bas qui avaient été mis en évidence avant qu'une nouvelle tendance ne se matérialise. Mais bon, même si sur cet exemple il n'y a pas forcément beaucoup de cas concrets, quoique si on regarde bien, si on prolonge le gap, les deux gaps de continuation, on se rend compte qu'à chaque fois en fait les cours sont venus buter et consolider à l'approche, voire après avoir testé ces niveaux. Donc même malgré tout, c'est vrai que sur cet exemple on voit bien que
ceux-ci ont fait office de résistance également. Donc si vous intervenez sur les actions, je vous invite vraiment à mettre en évidence ces gaps, à les tracer et pas hésiter à les tracer de manière prolongée parce que c'est vrai que si on revient tester ces niveaux de gap 2-3 semaines, 2 mois après, peut-être qu'ils feront office de support ou de résistance, alors que si vous ne les avez pas tracés, vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, parce que entre temps les cours auront évolué et auront peut-être un petit peu masqué ces gaps. Donc vaut mieux les matérialiser dès qu'ils apparaissent et les maintenir tant qu'ils sont valides. Alors le 5e type de support ou de résistance est ce qu'on appelle les seuils psychologiques. Alors ce sont des niveaux en fait qui vont marquer les investisseurs de par leur nature, ce sont ce qu'on appelle des niveaux ronds. Ce ne sont pas forcément des niveaux techniques qui ont déjà été traités, mais par exemple si vous êtes sur des plus hauts historiques ou sur des plus bas historiques, les niveaux psychologiques tels que 1, 100, 1000, 50, 10, etc. Tous ces niveaux ronds vont vraiment avoir un impact sur le comportement des investisseurs à l'approche de ces niveaux. Donc je vous invite vraiment également à être vigilant quant à ces niveaux-là. Un exemple de niveau psychologique, c'est par exemple le niveau de 1 sur la parité euro-dollar, mais ça peut être également 1 sur d'autres parités. C'est vrai que sur le Forex, on a quand même une tendance à évoluer autour d'un certain point pivot, et souvent ça peut être des niveaux clés comme ça, le 1, le niveau de 2, le niveau de 10 sur certaines parités, de 100 éventuellement dès lors qu'on touche au yen par exemple. Et par exemple pour l'or c'était le niveau à 1000 il y a quelques temps. Sur le Dow Jones, le niveau à 10 000 avait également eu un impact assez intéressant. Donc voilà, je vous invite à vous concentrer sur ces niveaux psychologiques, puisque c'est vrai que dans certains cas ça marche vraiment très très bien. La preuve par l'exemple, ici nous sommes sur l'action Air Liquide, et en fait bon, vous connaissez son caractère. Air Liquide, c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille qui va progresser tous les ans de manière assez régulière. Il n'y a pas vraiment de grande surprise sur cette action. Donc là on avait un beau trend depuis 2009, donc j'ai fait un zoom, et en fait à l'approche du niveau psychologique des 100 euros, cette action s'est retournée. Enfin c'est même pas à l'approche, elle a touché exactement le niveau de 100 avant de se replier pour rentrer dans une phase de consolidation. Donc voilà un exemple concret d'un niveau psychologique qui a parfaitement fonctionné. À présent, nous allons passer au dernier point, au dernier type de niveau de support de résistance. C'est ce qu'on appelle les niveaux de pullback. Alors qu'est-ce qu'un niveau de pullback? En fait, c'est un niveau qui voit son statut changer. C'est par exemple un ancien support qui, une fois cassé, va faire office de résistance. Ou c'est une résistance qui va, au bout d'un moment, être cassée à la hausse. Et dès lors qu'on l'aura cassé, tout repli sur ce niveau sera considéré comme ce niveau sera considéré comme un support, et donc tout repli sur ce niveau devrait entraîner potentiellement un rebond à la hausse. En fait ça respecte le principe de polarité, où tout niveau qui est cassé voit son statut inversé. Donc ça c'est quelque chose qui marche très très bien. Sur cet exemple on s'en rend bien compte. C'est un exemple sur l'indice Eurostoxx 50. Si on prend chaque exemple en commençant par la gauche, on avait un niveau de support qui avait été mis en évidence. On a rebondi fortement, on l'a cassé, on a accéléré fortement à la baisse, et la reprise technique qui s'est opérée par la suite est venue buter exactement sur ce niveau de pullback, donc cet ancien support qui faisait office de résistance. Un petit peu plus loin, on a buté sur un niveau de résistance. Vous remarquerez que ce niveau coïncide quasiment avec le niveau de pullback que nous avons mentionné auparavant. Donc là également, même si il s'est passé plusieurs années, quasiment 4 ans, ou en tout cas 3 ans et demi, vous pouvez vous rendre compte que ce niveau avait quand même un impact sur le marché. Il avait quand même marqué les investisseurs. Donc on a buté sur ce niveau de pullback et de résistance également. On a réussi à le casser. Par la suite on a testé ce niveau une première fois. On a testé ce niveau une seconde fois. Et suite à sa cassure qui était relativement marquée, relativement nette, on est venu tester par la suite à 2 reprises ce niveau de résistance, ce niveau de pullback, avant d'accélérer à nouveau. Et encore un exemple, avec un niveau de support qui a été mis en évidence, on l'a cassé et on est venu buter à plusieurs reprises, en tout cas à proximité
de cette droite de pullback, de ce niveau de pullback. Donc vraiment quelque chose qui est très basique, mais qui marche vraiment très très bien. Dernier point, c'est en fait un dérivé des niveaux de pullback horizontaux, ce sont les droites de pullback. Au même titre que ce qu'on a vu auparavant, la cassure d'une droite à la hausse ou à la baisse peut faire également office de pullback dès lors qu'on fera une phase de consolidation par la suite. Dans le cas présent, nous avons une belle droite de résistance qui comptait 3 points de contact. Nous avons franchi à la hausse cette droite de résistance et on peut se rendre compte que la parité est venue s'appuyer à plusieurs reprises sur cette droite sans l'enfoncer. Donc là on a eu un double pullback avant de reprendre la tendance haussière initiale. Donc voilà également comment on peut utiliser ces droites de pullback pour déterminer des niveaux de support ou des niveaux de résistance. Donc voilà, ce module de formation est terminé. J'espère que vous aurez appris un certain nombre de choses sur les notions de support résistance qui sont malgré tout des notions très simples et très communes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation en vidéo sur AT Chart. Très bonne journée à vous.